Et bon retour, allons-y pour un nouveau chapitre. On va maintenant rentrer dans la partie physique nucléaire de la partie physique du programme. OK? Donc, il va rester trois chapitres pour, euh, pour la physique. Trois parties. La première partie, trois chapitres. Le premier chapitre de, de la troisième partie de physique, là, la physique nucléaire, c'est les noyaux atomiques. Donc, on va étudier les noyaux atomiques d'abord, avant de passer à la radioactivité et puis aux réactions nucléaires provoquées. Voilà. Donc, vous avez déjà entendu parler des centrales nucléaires et tout ça, radioactivité, comment on fait la datation des objets avec le carbone 14, tout ça là. Voilà, c'est ici. Donc, avant, on va étudier les noyaux atomiques d'abord, c'est-à-dire quand vous prenez un atome, depuis la troisième, on vous a parlé d'atome, et l'atome a des électrons, ok, et a un noyau. Donc, on va s'intéresser au noyau d'un atome. Voilà. Donc, le chapitre sera donc divisé en deux grandes parties comme ça. La troisième partie, c'est juste un exercice d'application. Donc, première partie, ce sont les définitions et les unités de physique nucléaire. Physique nucléaire, c'est la troisième partie du programme ici. Après ça, en deuxième partie, on va parler d'énergie d'un noyau. Donc, vous entendez parler d'énergie nucléaire, non? Nucléaire, ça veut dire ce qui vient du noyau. Hein? Nucléaire qui vient du noyau. Donc, énergie nucléaire, énergie du noyau. Donc, ça va nous permettre de vous familiariser un peu avec eh, l'énergie nucléaire partout qu'on utilise. Vous allez avoir plus d'informations sur l'énergie nucléaire. Donc, allons-y pour la première partie du chapitre. On va essayer quand même de couvrir tous les trois points hein, qui sont là dans cette vidéo. Le chapitre n'est pas trop long comme ça. Première partie, définition et unité en physique nucléaire. Parce qu'il faut qu'on s'accorde sur la définition de certains noms, certains termes, avant qu'on progresse. Définition. Donc, on va d'abord vous montrer un atome quelconque, comme ça. C'est juste ce que vous avez vu depuis, quand il dit depuis la troisième, c'est-à-dire troisième, seconde, première, tout ça là. Hmm. On vous a dit qu'atome, il y a un noyau, et puis il y a des électrons qui tournent autour. Ou bien, il y a un noyau et des électrons qui tournent autour. Donc, si nous prenons dans notre cas ici, voici le noyau. Et s'il vous plaît, il faut comprendre ça. Hein. Si vous ne comprenez pas dès cette partie-là, le reste de ce chapitre, et même le reste de tout le programme en physique, vous n'allez rien comprendre. Donc, cette partie-là est importante. Il faut comprendre qu'un atome, il y a un noyau à l'intérieur et puis des électrons autour. Donc, ce qui est vert là, vous voyez, les électrons sont chargés négativement. Donc, ça, ce sont les électrons là. Vous voyez les qui sont chargés négativement. Moins, 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 moins. OK? Ce qui est là en vert là. Donc, les électrons font des tours. Par exemple, ici là, font des tours. Il y a un cortège autour du noyau. Maintenant, la distance entre un électron et puis le noyau, ça, c'est pas trop notre souci ici. Maintenant, le noyau même en question, vous voyez, noyau. OK? Voici le noyau. C'est ça qui nous intéresse. C'est comme une noix qui est à l'intérieur. OK? Quand vous coupez un avocat, là, la noix qui est à l'intérieur, imaginez ça comme ça.
Donc, c'est ça le noyau. Maintenant, dans le noyau, là, c'est quoi on a? On a des particules qui sont chargées positivement. Vous voyez, plus, plus, plus. OK? Les zones, là. Et il y a des particules qui n'ont pas de charge du tout. Vous voyez? Donc, et on va les appeler des neutrons. Neutres, ils sont neutres, pas de charge. Mais ceux qui sont chargés positivement, plus là, on va les appeler des protons. Donc, en résumé, quand vous prenez un atome, n'importe quel atome, atome de carbone, d'oxygène, d'uranium, tout atome que vous allez prendre, c'est à peu près ça. Donc, la différence là, les noms que nous donnons aux trucs, aux atomes là, c'est juste nous qui avons inventé ces noms. Sinon, la différence, c'est juste le nombre de protons, le nombre de neutrons. C'est ça qui sera la différence entre les atomes. Vous allez voir. OK? Donc, c'est très important pour que vous compreniez ces principes-là d'abord. OK? Donc, les charges négatives, c'est les électrons. Les charges positives, c'est les protons. Vous me voyez, non? P positif, proton. Voilà, neutron, neutre, neutron, neutre. OK? Maintenant, normalement, le nombre de charges positives plus là est égal au nombre de charges négatives quand vous avez un atome. Dès que ce nombre-là est déséquilibré, vous avez affaire à un ion. C'est ce qu'on vous a dit depuis la troisième. Un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Vous avez répété ça depuis des années. C'est ça en réalité qui est là. Oui. Donc, si c'est un atome, le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Autrement dit, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. OK? Ça, c'est un atome. Maintenant, le nombre de neutrons, là, c'est-à-dire dans le noyau, là, il y a des charges, à d'autres qui n'ont même pas de charge, ils sont neutres. Le nombre de neutrons, là, c'est ça qui va faire une grande différence entre les noyaux des choses. C'est-à-dire, des atomes peuvent avoir le même nombre de protons dans leur noyau. Mais si le nombre de neutrons, là, n'est pas pareil, ce sera pas, ça va faire une grande différence. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Des atomes, ou je peux même me résumer, des noyaux. Vous voyez, atomes là, c'est tout ça. Mais noyau, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, deux noyaux peuvent avoir le même nombre de charges positives, plus là, c'est la même chose. Mais le nombre de neutrons là, les boules bleues là, bleu, là, et rouges, pardon, c'est différent. À cause de ça, ces deux noyaux là seront différents. Du coup, les deux atomes seront différents aussi. Donc, toute cette partie de physique nucléaire là va se baser sur ça. J'espère vraiment que vous avez compris. Retenez que dans un noyau, il y a des protons qui sont chargés positivement et des neutrons qui n'ont pas de charge. Ça, c'est le noyau. Maintenant, autour du noyau, il y a des électrons qui tournent, qui sont chargés négativement. Et le nombre des électrons est égal au nombre des protons, si il s'agit d'un atome. Voilà. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le noyau. Le noyau qui est chargé positivement, on va dire le noyau est chargé positivement parce qu'il y a des charges positives dans les noyaux. Mais en réalité, dans le noyau, il y a des charges positives, des particules qui portent des charges positives, c'est les protons, et des particules qui n'ont même pas de charge, c'est les neutrons. Donc, allons-y. Si vous avez compris ça, c'est bien. Donc, on appelle particules fondamentales les protons, ça est là. L'électron, ça est là. Neutron, c'est ça. Particules fondamentales. Donc, ce sont des particules de matière de charges respectives positives, négatives, neutres, c'est-à-dire proton est positif, porte des charges positives, électron, charge négative, neutron, charge nulle, pas de charge. Donc, elles ont un rôle très important de par leur stabilité et leur présence quasi exclusive dans la matière.
Donc, le noyau est un système composé de particules de matière chargées positivement et nulles. Donc, c'est ce que je viens de dire. Les noyaux, là, c'est les protons et les neutrons. Donc, appelés des nucléons. Vous avez compris ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ce qui est dans le noyau, là, et tous, ils sont appelés des nucléons. On peut les appeler, et tous, ce sont des nucléons. Vous voyez, nucléon, noyau, nucléaire, noyau. Les N, c'est le même N qui revient. Nucléon, noyau. Ok? Dans les noyaux, il y a des nucléons. Maintenant, parmi les nucléons, là, il y a des protons et il y a des neutrons. On continue, hein? Tout ça, c'est la partie définition. Donc, on appelle nombre de masse. S'il vous plaît, écoutez ça très bien. Parce que le nombre de masse, là, va faire la différence entre les atomes, entre les noyaux. Donc, nombre de masse est le nombre de nucléons composant ce noyau. Tout de suite, là, je disais tout à l'heure que des noyaux peuvent avoir le même nombre de protons, des charges, même nombre de charges positives. Mais le nombre de neutrons là est différent. Et c'est cette seule différence-là qui va faire que les deux noyaux là seront différents. Donc, en réalité, je voulais vous dire que des noyaux peuvent avoir le même nombre de protons, mais le nombre de nucléons différents. Et le nombre de nucléons là, c'est ça on appelle nombre de masses. Et le nombre de masses, le symbole, c'est A. Donc, désormais, les A là, va être très important pour nous. Les A, si on dit A, c'est le nombre de neutrons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, A, c'est le nombre de nucléons, pardon. A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de masses. Nombre de masses égale au nombre de nucléons. Nombre de masses égale au nombre de nucléons. Vous êtes d'accord? Nombre de masses est égal à nombre de nucléons. OK? Donc, nombre de nucléons, là. Les nucléons, c'est protons plus neutrons. Donc, même si le nombre de protons, là, est pareil pour deux atomes, si les neutrons sont différents, si le nombre de neutrons est différent, du coup, le nombre de nucléons va être différent. Et donc, le nombre de masses va être différent. Si vous avez compris, si vous n'avez pas compris la définition du nombre de masses, là, je vous dis que tout le reste du programme sera difficile pour vous. Pourtant, c'est très simple, hein. C'est juste nombre de neutrons, les boules rouges là, plus le nombre de protons. C'est ça qu'on appelle nombre de masse. Et c'est ça, si vous voulez, nombre de nucléons. Voilà. J'espère que c'est compris. Donc, le nombre de charges ou numéro atomique, là maintenant, ça c'est le nombre de protons. Quand vous entendez le nombre de charges, quand vous prenez dans le noyau, il y a combien de charges? Comptez le nombre de charges. Le nombre de charges, c'est quoi? De toutes les façons, quand on dit noyau, dans le noyau, il n'y a que des charges positives. Il n'y a pas de charge négative dedans. C'est quand vous comptez une charge, deux, trois. Qu'est-ce que vous remarquez? À chaque fois que vous comptez une charge, vous comptez un proton. Donc, le nombre de charges est égal au nombre de protons dans le noyau. Ou bien, mais on peut dire aussi que c'est égal au nombre des électrons qui tournent. Mais comme je vous ai dit ici, c'est le noyau qui nous intéresse. Physique nucléaire. Nucléaire, ça vient du noyau. C'est le noyau qui nous intéresse. Les électrons qui tournent autour là, c'est pas vraiment trop notre affaire.
Donc, le nombre de charges, si vous comptez le nombre de charges, vous allez voir que c'est exactement le nombre de protons. Tout simplement parce que ce sont les protons qui portent les charges. Ou bien. Donc, le nombre de protons, on va appeler ça le nombre de charges. Ou bien encore, le numéro atomique. Et le symbole de ça, c'est Z. Est-ce que vous avez compris A, le A majuscule, ce que ça veut dire? Le proton plus neutron. Est-ce que vous avez compris Z, le noyau atomique, le numéro atomique ou bien nombre de charges? C'est égal au nombre de protons. OK? Donc, je pense que si ça c'est clair, nous pouvons progresser. Donc, le nombre de neutrons là maintenant, ça là, la définition n'est pas allée loin même. Nombre de neutrons, N, est égal à la différence entre le nombre de nucléons et le nombre de protons. Vous voulez quelle explication ici? Le nombre de neutrons est égal au nombre de neutrons. Ceux qui n'ont pas de charge là, les boules rouges là. C'est ça le nombre de neutrons. Donc vous êtes d'accord que le nombre de neutrons, N, plus le nombre de charges ou numéro atomique, c'est-à-dire les charges qui sont là, les nombres, c'est ça qui donne le nombre de nucléons ou bien nombre de masses. Donc A est égal à N plus Z. N, c'est le nombre des neutrons, ceux qui sont les boules rouges là, les nombres. Z, c'est le nombre de charges ou encore numéro atomique, donc c'est les boules jaunes là. Si vous additionnez le tout, vous obtenez nombre de masses. Nombre de masses, ou bien encore nombre de nucléons si vous voulez, mais c'est ça qu'on préfère utiliser. Nombre de masses, nombre de charges et nombre de neutrons. Nombre de neutrons, c'est exactement le nombre de neutrons, ceux qui sont neutres là. Nombre de charges, c'est égal au nombre de protons. Maintenant, nombre de masses, c'est nombre de protons plus nombre de neutrons. OK? A égale à N plus Z. Donc, comme je disais, des atomes peuvent avoir le même nombre Z, c'est-à-dire le même nombre de charges ou bien le même numéro atomique ou bien le même nombre de protons, c'est-à-dire les charges plus là. C'est la même chose. Mais la différence sera au niveau de N, le nombre de neutrons là. Depuis le début, je n'ai pas arrêté de dire ça parce que je sais ce qui va venir après. Ça va tourner autour de ça. Donc, c'est cette différence-là, le fait que le N là est différent, là, ça fait automatiquement que les A aussi, les A de D, le nombre de masses des deux atomes sera différent. Et ça fait que les deux atomes, les deux noyaux seront aussi différents. OK, je pense que j'ai pris mon temps pour expliquer ça. Donc, si vous vous rappelez en seconde ou bien quelle classe là, on vous dit élément chimique, un élément chimique là correspond à l'ensemble des atomes caractérisés par par une même valeur du nombre Z, c'est-à-dire le nombre de protons, le numéro atomique. Dans le tableau, vous allez voir, quand on dit carbone, ça regroupe tous les carbones. OK? C'est-à-dire deux carbones peuvent avoir le même Z, mais le N est différent, le nombre de nucléons, le nombre de neutrons est différent. Mais on va les mettre dans la famille carbone. OK? Donc, à chaque élément correspond un symbole. Par exemple, U, c'est pour uranium. Al, c'est pour aluminium. Zn, c'est pour le zinc. Donc, en chimie, là, on vous dit, dans la nature, il existe 90 éléments naturels contre 19 qui sont artificiels. Les 19 là sont créés artificiellement.
mais naturellement, il existe 90. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que les éléments chimiques, là, il y en a jusqu'au total 109 comme ça. 90 qui sont naturels, 19 qui sont artificiels. OK? Mais ça veut dire que c'est en famille, on les a regroupés. Par exemple, si vous prenez l'uranium, par exemple, OK? Le numéro atomique ou bien nombre de charges, Z, est, est le même pour tout, pour tous les uraniums. Mais vous allez voir que ce n'est pas tous les uraniums, tous les atomes d'uranium là, qui ont les N la même chose. OK? Donc, un nucléoïde X, quand je prends X comme ça, est l'ensemble des atomes caractérisés par, par des valeurs déterminées du nombre Z, du nombre de charges Z et du nombre de masse A. Donc, un nucléoïde, donc le X là, ça peut être U par exemple, ça peut être uranium, ça peut être aluminium, Al, ça peut être zinc, ça peut être Zn. Voilà, X. Donc, désormais, nous, on va prendre ces identifiants-là. C'est comme les identifiants du noyau ou bien de l'atome. Donc, on va l'appeler un nucléoïde X. Donc, c'est l'ensemble des atomes caractérisés par les valeurs, par des valeurs déterminées du nombre de charges et du nombre de masses. Nombre de masses, vous comprenez ce que c'est, non? Okay, nombre de charges, vous comprenez. Nombre de charges, c'est le nombre de protons. Nombre de masses, c'est les protons plus les neutrons. J'ai répété ça plusieurs fois. Donc, désormais, on va noter ça comme ça. X, c'est-à-dire le nucléoïde X, puis on met A ici, en haut, et Z en bas. Le nombre de masses en haut et le nombre de charges en bas. Voici ce qu'on a. Donc, le X, je fais ça en grand caractère pour que vous puissiez bien voir, bien zoomer, pour que vous puissiez voir. X qui est là, donc, c'est le symbole de l'élément chimique. Donc, ça peut être l'uranium, ça peut être aluminium, ça peut être zinc, c'est-à-dire ici U, le X peut être remplacé par U, ça peut être remplacé par Al, ça peut être remplacé par Zn. OK? Maintenant, les A, c'est le nombre de masses. Vous vous rappelez, le nombre de masses, on a dit que c'est le nombre de neutrons plus le nombre de protons qui sont dans les noyaux. OK? Ou bien encore, le nombre de masses là, on peut dire qu'encore c'est le nombre de nucléons. Donc, nombre de nucléons dans les noyaux. Ça fait proton plus neutron. OK? Maintenant, les Z là, c'est uniquement le nombre de charges, c'est-à-dire le nombre de protons, parce que ce sont les protons qui portent les charges positives dans les noyaux. Donc, Z, c'est le nombre de protons dans les noyaux uniquement. OK? Maintenant, le nombre qu'on n'a pas mis ici, c'est N. Vous vous rappelez, N, c'est le nombre des neutrons. On n'a pas besoin de ça ici. Parce que A, là, A représente ça valablement. Dans les A, là, c'est comme si c'était N plus Z. Donc, du coup, N, là, le nombre de neutrons, là, c'est comme si c'était A moins Z aussi. Donc, retenez que on a besoin de A et de Z pour identifier un élément, un nucléoïde complètement. OK? Donc, Z, là, c'est ça qu'on a appelé numéro atomique. Et c'est ça que la chimie utilise. Les éléments chimiques, quand le tableau des éléments chimiques en chimie que vous voyez là, c'est les nombres, c'est les numéros atomiques là qu'ils utilisent pour dire encore le nombre de charges. OK? Donc,
On dit ici, le couple ZA suffit pour caractériser un noyau. C'est comme si c'était les coordonnées. Quand vous êtes dans un repère orthonormé et puis vous voulez placer un point, vous avez besoin des coordonnées de ce point, non? Voilà, c'est ça à peu près. Donc, si on arrive à déterminer les A d'un noyau et les Z d'un noyau, on peut déterminer les noms du noyau facilement. On peut dire, ah, ça là, il s'agit de cet élément-là. Parce que ces deux-là, ce couple-là est unique pour chaque élément que vous allez prendre, pour chaque noyau que vous allez prendre. OK? Donc, il faut comprendre les définitions ici. C'est très important. A, c'est le nombre de masses, ou bien le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de charges, ou bien de numéros atomiques. On a dans les A là, c'est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, comme j'ai dit, deux noyaux peuvent avoir le même nombre de, charges, le même nombre, le même numéro atomique, c'est-à-dire Z. Z est pareil, mais le A est différent. A là sera différent parce que le nombre de neutrons là, différent par exemple. On peut avoir ça. Donc, voici un exemple. Uranium. Vous voyez le U, non? Pourquoi je dis uranium? Parce qu'il y a U ici. Donc, ici, le X est remplacé par U. Ou bien, ici, les A, c'est 238. Vous voyez? Et les Z, c'est 92. 92. Généralement, quand vous entendez Z92, ça la même, sans faire chose, vous savez que c'est l'uranium. OK? Donc, ici, là, si on vous met en haut ici un nombre qui est plus grand que celui qui est en bas, vous-même, vous devez vous interroger. OK? Le A, là, doit être, celui qui est en haut, doit être toujours plus grand. Parce que A, c'est Z plus N. Ça ne peut pas être plus petit que Z, c'est pas possible. Ça, j'espère qu'on n'a même pas besoin de vous dire ça. OK? Donc, on vous dit le nombre de nucléoïdes actuellement connus est de l'ordre de 1500, dont 350 naturels environ. OK? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le nombre de nucléoïdes. Parce qu'il y a d'autres qui comprennent le nombre de nucléoïdes avec le nombre d'éléments chimiques. On vous a dit que le nombre d'éléments chimiques naturels, c'est 90 et artificiel, c'est 19, non? Ça, là, ça, nombre éléments chimiques, ça ne veut pas dire nucléoïdes. Parce que c'est ce que je n'ai pas arrêté de répéter. Ils peuvent avoir le même numéro atomique, le même Z, c'est-à-dire 92. L'uranium, là, il y a 92 et puis c'est en haut là qui est différent. Mais et tous, ils sont considérés comme uranium. Donc, ça veut dire que dans l'élément chimique uranium, ok, on peut avoir plusieurs types de nucléoïdes. Et là, ce qui va faire la différence, c'est les A. C'est le nombre de masses. Et on vous a expliqué, je vous ai expliqué la raison pour laquelle le nombre de masses peut être différent, c'est-à-dire c'est le nombre de neutrons dans le noyau là qui fait cette différence. Mais étant donné qu'ils ont tous les mêmes Z, c'est le même nombre de charges positives, c'est le même nombre de protons, ou bien encore c'est le même numéro atomique, on va tous les appeler uranium, par exemple. Mais il y a un nom pour ça, qu'on va voir tout de suite. Donc ici, on dit notion des particules fondamentales. Voici comme notion. Électron, vous savez déjà. Électron, les A, c'est 0. Et les X, c'est moins 1. Qui est plus grand que qui? Les A est plus grand que les Z. Les Z, c'est moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que l'électron, là, lui n'a pas de, de neutrons ni de protons. Positon, ça c'est E, 1 moins. Voici le seul qui fait exception ici. OK? Proton, c'est 1, 1.
Neutron, c'est 1 et puis 0. Lui n'a pas de charge. Les 1 là, c'est les neutrons. Neutrino, lui c'est 0, 0. Lui, c'est les ultra neutres, 0, 0. Les A, 0, ça c'est juste pour votre information. OK? On progresse, hein? On va aller progressivement. Je garde ça ici. Donc, on dit que des nucléoïdes sont isotopes. Voici les mots est sorti maintenant. Les mots que je ne voulais pas dire depuis le début. OK? Isotope du même élément, élément chimique. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter chimique ici. Lorsqu'il ne diffère que par le nombre de neutrons. C'est le nombre de neutrons seulement qui fait la différence. C'est-à-dire le nombre de protons étant identique. C'est-à-dire le nombre Z là. Le Z est identique, mais le A est différent. A est différent parce que le nombre de neutrons, les boules rouges que j'ai présenté là, c'est ça qui fait la différence. C'est la telle différence. Sinon, la Z, elle est même. OK? Donc, l'abondance isotopique ou abondance naturelle d'un isotope est son pourcentage en masse dans l'élément naturel. C'est ça même on utilise pour faire les datations et autres. Donc, voici exemple. Est-ce que vous voyez ici, là? H, 1, 1. Après ici, H, 1, 2. Un autre H, 1, 3. Mais regardez partout, tous les numéros atomiques, là, les Z, là. C'est 1, 1, 1. Donc, en chimie, on va vous dire que tout ça, là, c'est un élément. Mais cet élément hydrogène, là, H, hydrogène, hein, on est d'accord. Cet élément-là, il y a 3 nucléoïdes. Donc, c'est pour cela, précédemment, dans la diapositive précédente, on a dit il peut avoir, on a jusqu'à 1000 comme 1500 nucléoïdes qui sont connus, à peu près 350 qui sont naturels. Et je vous ai dit de faire attention, il ne faut pas confondre nucléoïdes avec éléments chimiques. Donc, tout ça là, c'est un élément chimique, par exemple. Mais par contre, on a 3 nucléoïdes. Je retourne un peu en arrière pour vous montrer ce que j'ai dit. Voici. Donc, on vous a dit que les éléments chimiques, il y a 90 naturels et 19 artificiels. Par contre, les nucléoïdes, là, actuellement, on a de l'ordre de 1500 total, dont les 350 sont naturels. Donc, il ne faut pas confondre. OK? Donc, éléments et puis nucléoïdes, il ne faut pas confondre. Donc, ici, on a oxygène, 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 parce que en chimie, on va appeler ça oxygène. L'élément chimique, oxygène. Vous voyez, Z, c'est 8, 8, 8. Donc, c'est-à-dire, il y a Z, il y a 8 protons. Mais le nombre de masses, ici, c'est 16. Le nombre de masses ici, c'est 17. Le nombre de masses ici, c'est 18. Donc, si vous voulez ici avoir le nombre de neutrons, faites 16 moins 8, ça fait 8. Ici, 17 moins 8, ça fait 9. 18 moins 8, ça fait 10. Donc, pour dire qu'ici, il y a 8 neutrons. Ici, il y a 8, il y a 9 neutrons. Ici, il y a 10 neutrons. Mais vous voyez que le nombre de protons, c'est même chose. 8, 8, 8. OK? Maintenant, on vous dit ici l'abondance isotopique ou abondance naturelle d'un isotope est son pourcentage en masse dans l'élément. Donc, quand vous prenez l'élément H, hydrogène comme ça, le pourcentage de H de cet isotope-là que vous pouvez avoir, c'est 99,98.
985%. Lui, là, 0,015%. Dans la nature, ce que vous avez, la présence, et là, sont rares des traces. Il n'y en a même pas. Pour dire qu'il n'y en a pas, quoi. Pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. Si vous prenez l'oxygène, 99% d'oxygène dans la nature, par exemple, est celui-là, cet isotope. Celui-là, 0,04%. Celui-là, on a 0,2%. Donc, par accident, vous pouvez croiser un oxygène qui a celui-là, qui est ce type-là. Ça, c'est le chlore. Là, par contre, on a 35 et puis ici 37. Là, le pourcentage est élevé quand même, considérable, et relativement élevé par rapport aux autres. Vous voyez? Mais les numéros atomiques là, le nombre de charges là, ok? C'est 17, 17, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'il disait depuis le début. Donc, c'est ça, parce que c'est que c'est ça qui va faire le noyau du chapitre et peut-être le noyau de cette partie de physique. Donc, on peut séparer les isotopes par, c'est-à-dire, et là, si vous avez un échantillon des isotopes qui sont mélangés comme ça, vous pouvez les séparer parce que vous pouvez utiliser cette technologie-là, spectrographie des masses, quantification, diffusion gazeuse. Bon, ça, c'est vraiment pas notre. C'est juste pour votre information. On ne va pas vous poser ce genre de questions-là comme question de cours à l'examen. C'est trop facile, ça. Laissez ça aux enfants de la troisième et autres. OK. Unité usuelle en physique nucléaire. Donc là, maintenant, là, on peut aller un peu plus vite parce que vous, vous avez compris beaucoup de choses. On a l'électron-volt. OK. En physique nucléaire, l'électron-volt est l'énergie acquise par une charge élémentaire E accélérée par une différence de potentiel de 1 volt. C'est-à-dire, quand vous prenez un électron, par exemple, et puis vous utilisez eh, une différence de potentiel de 1 volt pour accélérer chez... Vous avez vu, vous vous rappelez quand on a parlé des condensateurs, OK? Condensateur, on a vu, on peut utiliser ça pour accélérer les canaux à électrons, là, des choses comme ça. Donc, l'énergie que l'électron va avoir en ce moment, et ça, on appelle électron-volt. OK? Et un électron-volt, ça fait 1,6 puissance moins 19 joules. C'est vraiment petit, quoi. Donc, 1 méga électron-volt égale à 1,6 puissance moins 13 joules. L'unité de masse atomique U, l'unité de masse atomique U, représente la fraction 1/12 de la masse du nucléoïde carbone 12. Carbone 12, quand on dit carbone 12, là, c'est ça. Le numéro atomique, c'est 6 pour le carbone. Ça, c'est pour tous les carbones. Maintenant, cet isotope-là a le numéro de masse, le nombre de masses égal à 12. Donc, c'est ça qu'on appelle carbone 12. OK? Donc, ça aussi, ça nous permet d'avoir une unité. Donc, la masse de ce carbone 12-là, divisé par 12, OK? Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle l'unité de masse atomique. Vous voyez les 12 ici, là? Ça signifie qu'il y a 12 nucléons dans le noyau. Les 12 nucléons, là, c'est comme si chacun, la masse a été divisée par leur nombre pour avoir la masse d'un nucléon à peu près. C'est ce que ça veut dire, en fait. Donc, on dit que unité de masse atomique. Et ça, c'est unité U, là. Okay? C'est comme si on disait kilogramme ou truc comme ça. L'unité de masse. Donc, on vous dit que 1 U égale à 1,66 10 puissance moins 27 kg. OK?
la masse approchée du noyau est donc le nombre de masses A, c'est-à-dire A multiplié par U. Puis vous vous rappelez qu'on a fait pour le carbone là, le nombre de nucléons, j'ai dit le nombre de particules qui sont dans le noyau là, c'est 12. Et on a pris la masse totale divisée par leur nombre. Donc c'est comme si la masse atomique U là, c'est la masse d'un seul. Donc si vous voulez pour un atome, vous multipliez par le nombre de nucléons. Donc le U multiplié par A vous donne la masse du noyau. À peu près, une masse approchée. Parce que c'est approché pourquoi? Parce que la masse des nucléons qui sont dans les carbone 12, peut-être c'est pas les nucléons qui sont dans l'uranium, par exemple. C'est pas la même chose, par exemple. Mais ça s'approche de ça. Vous connaissez celui-là? Il dit que énergie est égale à masse multipliée par C au carré. OK? Voici son nom. Et le prix Nobel 1921. Donc, cette énergie-là, il dit que quand vous prenez quelque chose, et on va voir, les M là, c'est la masse, C là, on va voir tout de suite, c'est qu'est-ce que ça veut dire, la vitesse, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Albert Einstein, en 1905, lui, dit que il existe une équivalence entre la masse et l'énergie. La masse de quelque chose et l'énergie de la chose. Donc, un système au repos de masse M possède une énergie de masse E, telle que l'énergie là est égale à la masse multipliée par C au carré. Voici une formule très célèbre. Le C là, on dit que c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Vous voyez que cette vitesse là est énorme. Et le C, ici, est défini là. Le E, c'est l'énergie de masse en joule. Énergie de masse en joule. M, masse du système en kilogrammes. Et C, célérité de la lumière dans le vide. C'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide. OK? Donc, un U, le U, là, vous vous rappelez, U qui est là, ça fait la masse 1,66 10 puissance moins 27 kg. Parce qu'on a dit la masse en kilogrammes ici. OK? Donc, si on veut calculer la masse ici, vous vous rappelez ici, énergie ici, on peut convertir l'énergie là en électron-volt ou méga-électron-volt. Donc, on vous dit que 1 U, celui-là, équivaut, c'est-à-dire l'énergie des masses, 931,5 méga-électron-volt par C au carré. Okay? Méga-électron-volt par C au carré. Et ces méga-électron-volts par C au carré là est une unité de masse atomique. Donc ici, c'est plein d'informations pour vous, pour votre culture générale. On va aller à la deuxième partie du chapitre. Donc là, c'est quoi? Énergie d'un noyau. Énergie. Okay? L'énergie d'un noyau maintenant. Donc vous voici. On remet ici, voici un noyau avec le cortège des électrons autour. Donc ça fait un atome. Okay? Et voici la notation d'un nucléoïde avec le nombre de masses et les numéros atomiques ou même pour le nombre de charges. OK? Voilà, X c'est le symbole. Donc, énergie, la masse d'un système de nucléons. Tout de suite là, j'ai bien défini la masse U, non? La masse unitaire, masse atomique. Et le U, là, le petit U, qui est obtenu à partir de carbone 12. OK? Donc, masse d'un système de nucléons. Les nucléons, c'est ce qui est dans le noyau. Une fois de plus, je répète ça. C'est lui-là, et puis ici.
Donc, la masse du noyau là, d'un système de nucléons liés dans les noyaux est inférieure à la masse, c'est-à-dire M nucléons du système contenant les mêmes nucléons isolés. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on prend ici le nombre le fait que les nucléons là, c'est-à-dire protons et puis neutrons, ils sont soudés entre eux, ok? La masse totale du noyau, c'est-à-dire la somme de leur masse, est inférieure à si on prenait leur masse quand ils sont séparés. C'est-à-dire comme si les boules là, on les disperse. La masse devient plus élevée en ce moment. C'est ce que ça veut dire. La masse M noyau d'un système de nucléons liés, c'est que ça, ils sont liés entre eux dans le noyau, est inférieure à la masse M nucléons du système contenant les mêmes nucléons isolés. Donc, les deux mots-clés ici, c'est lié puis isolé. Quand ils sont liés, leur masse totale est inférieure à leur masse quand ils sont isolés. Ce que ça veut dire. Donc, quand ils sont liés, on va appeler ça M noyau. Quand ils sont isolés, on va appeler ça N nucléon. OK? Maintenant, cette différence, la différence de masse entre les systèmes de nucléons non liés et liés, c'est-à-dire cette différence, la différence causée ici, là, on va appeler ça delta M. Et on va appeler ça défaut de masse du noyau. Défaut de masse. Donc, le défaut de masse est donc une grandeur positive. Ça veut dire qu'on prend le plus grand moins le plus petit. La masse des nucléons qui sont séparés, qui est plus élevée, moins leur masse quand ils sont soudés, la masse du noyau, donc qui est moins élevée. C'est ça qui fait défaut de masse. Retenez ces défauts de masse-là, c'est très important. Parce que Einstein nous a dit que mc carré, ça fait énergie. Donc, vous voyez déjà le rapprochement. Qu'est-ce que ça nous donne? On va déterminer après l'énergie. OK? Donc, ici, le delta M là, OK? On vous a dit que ça fait M nucléon moins M du noyau. Parce qu'on a dit que c'est positif. Le défaut de masse, c'est une grandeur positive. OK. Donc, on peut écrire comme ça. dm égale à nucléon moins noyau. Mais pour les nucléons, là, c'est quoi? C'est le nombre de Z, c'est-à-dire le nombre de protons, plus le nombre de neutrons. C'est tout ça qui fait les nucléons. Donc, je peux faire donc Z, c'est le nombre de protons, multiplié par la masse d'un proton. OK? Plus le nombre de neutrons là. Je peux dire que c'est A moins Z. On est d'accord? Vous voyez? N, le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Donc, quand je fais A moins Z multiplié par Mn, c'est comme si je fais le nombre de neutrons multiplié par la masse d'un neutron. Donc, c'est ça, là qui va nous donner M nucléon. C'est-à-dire la masse des protons plus la masse des neutrons. Et là, c'est M là. C'est juste la masse du noyau. Donc, on va faire M des nucléoïdes là. X, A, Z. Pour généraliser la chose. Donc, la différence de masse, le défaut de masse, pardon, défaut de masse d'un noyau est égal à ça. Ça, c'est plus élevé que ça, on vous dit. OK? Donc, énergie maintenant d'un noyau. On va attaquer maintenant. L'énergie d'un système de nucléons isolés là est supérieure à l'énergie du système lié. Ou bien, est-ce que vous comprenez? Puisque la masse
est plus élevé quand le système est isolé. Quand les nucléons là, quand les, quand les, quand les nucléons sont isolés, la masse est plus élevée que quand ils sont unis. Donc, pareillement, l'énergie du système, quand c'est isolé aussi, c'est la plus grande que quand le système est lié, quand les nucléons sont liés. Ou mais ça, pour comprendre ça, je pense que c'est facile. Donc, on appelle énergie de liaison. L'énergie de liaison, là, d'un noyau, ok? C'est-à-dire système qui est lié là. C'est l'énergie qu'il faut fournir à ce système pour séparer les nucléons. C'est-à-dire, et là, ils sont liés comme ça là. C'est comme s'il y avait une force qui les maintient entre eux. C'est comme s'il y avait une énergie qui les maintient, les nucléons là, qui les maintient entre eux. Donc, il faut apporter la même valeur d'énergie pour les séparer. Donc, c'est ça qu'on appelle l'énergie de liaison. Donc, c'est l'énergie qu'il faut fournir au système là, au système de nucléons là, pour séparer ces nucléons. Donc, cette énergie-là, elle est positive. Et puis, voici la formule de cette énergie, l'énergie de liaison. Ça vous rappelle quoi? Vous voyez, la différence de masse, c'est comme une masse multipliée par C au carré. Donc, ça, c'est l'énergie, c'est l'équation d'Einstein là qui est là. C'est l'équation d'Albert Einstein là qui est là. Qui dit que masse fois C au carré, ça fait énergie. Donc, cette énergie de liaison là, et delta M là, c'est juste les défauts de masse. On a défini défaut de masse précédemment. Je retourne pour vous montrer. Voici défaut de masse ici. Défaut de masse. On a expliqué comment obtenir défaut de masse. Donc, c'est la masse des nucléons libres moins la masse des nucléons liés, pour ne pas dire noyau. Donc, si on obtient ce défaut de masse-là, en multipliant par célérité, vitesse de la lumière au carré, on obtient l'énergie liée. OK? Donc, l'énergie des liaisons, pardon, pas l'énergie liée. L'énergie d'un noyau au repos, donc, est calculée par rapport à une différence, à une référence. Il y a une référence de calcul. Par exemple, le système de masse nulle. Quand l'énergie d'un noyau est connue à une constante additive près. Donc, nous, on peut dire que l'énergie de référence, là, ER est égal à M, ça, fois C au carré. Ça, c'est la masse du noyau. Là, ce n'est pas la différence de masse, hein. C'est la masse du noyau multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Donc, il faut faire la différence entre ER et EL. OK? Donc, ici, regardez un peu ici. La masse nulle, parce qu'on vous a dit il faut une référence. OK? Voici une référence. Donc, on dit la masse nulle. OK? Par exemple, système de masse nulle. Quand la masse est 0, on est là. Là, quand on arrive là, c'est quand le noyau est au repos. Vous voyez comme si on partait de haut en bas, de bas en haut, vers le haut, du bas vers le haut. Donc, voici l'axe des énergies, l'axe croissant, l'axe qui croît de 0 ici à ça. OK? Donc, si vous êtes là, l'énergie nulle, de masse nulle, et R, vous voyez, et R, OK? Ça, c'est l'énergie du noyau qui est au repos. Ça veut dire que c'est soudé. OK? En ce moment, la masse du noyau est connue. C'est la masse du noyau comme ça. M du nucléoïde. MXAZ.
multiplié au carré, C au carré, et ça qui donne l'énergie au repos. L'énergie du noyau au repos. Donc, quand le noyau est au repos, Albert Einstein dit que son énergie n'est pas zéro. OK? Son énergie égale à ça. Et R. Au repos, énergie au repos. R pour dire repos, par exemple. OK? Maintenant, si vous allez pour séparer, c'est-à-dire pour séparer ces choses, en ce moment, l'énergie qui est là, on va appeler ça moins EL, par exemple. C'est-à-dire, euh, c'est comme si il y a une équivalence d'une énergie de liaison qui est là, que le noyau possède, ok, qu'il peut donner, qu'il peut céder. Mais quand on fait là, il ne peut rien céder du tout. C'est comme si ici, là, quand vous êtes à ce niveau-là, le noyau a une énergie qui est égale à ça. Donc, qu'il peut céder à la nature. Donc, c'est pour ça qu'on a dit moins et L. Ça correspond à l'énergie, parce que c'est l'énergie qu'il faut fournir pour séparer les, les nucléons, là. Donc, quand vous arrivez là maintenant, l'énergie correspondante, ça sera égal à l'énergie de liaison là, ici. Donc, du coup, ici, là, ça correspond à zéro. Il n'y a plus rien à donner. Si vous vous rappelez, delta M là, on avait déterminé ça en utilisant cette formule exactement. Moins, on avait dit que c'est égal à nombre de ça là, moins ça. C'est ça qui fait delta M, si vous vous rappelez. C'est-à-dire la masse des protons plus la masse des neutrons. Ça, c'est la masse des nucléoïdes libres, si vous vous rappelez. Et on avait fait ça, moins ça, pour avoir l'énergie de liaison. Tout bien. Donc, si vous faites ça, moins ça, la différence ici, vous allez voir que vous allez pouvoir factoriser par C au carré. Donc, cette distance-là, ça là, c'est l'énergie de liaison exactement. Donc, avant qu'il arrive là, c'est comme si vous avez ici, au repos, il a une énergie équivalente à ça à donner. Arrivé ici, c'est perdu. OK. Donc, l'énergie de liaison par nucléon. Bon, ça, c'est simple, hein. Si vous avez l'énergie de liaison totale et vous avez le nombre total de nucléons, pour avoir l'énergie de liaison par nucléon, c'est simple. C'est comme si on vous dit, vous êtes votre nombre dans votre classe, vous êtes un nombre X donné. Si on veut savoir comment on appelle, ce que chacun a amené, l'effort que chacun a fourni, on prend l'effort de toute la classe divisé par le nombre d'éléments, le nombre d'élèves de la classe, par exemple. OK? Donc, l'énergie de liaison par nucléon, on va appeler ça comme ça, et l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour expulser un seul nucléon. Il ne faut pas confondre avec l'énergie de liaison totale. L'énergie de liaison totale, là, c'est ce qu'il faut pour arracher et pour tous les disperser. Mais là, c'est pour arracher un seul. Donc, ça, c'est simple. C'est le rapport de l'énergie de liaison du noyau, c'est-à-dire EL, là, que vous divisez par le nombre de nucléons. Donc, comme je disais, donc on prend l'énergie de toute la classe divisé par le nombre total d'élèves de la classe, par exemple. Supposons que tous les élèves ont la même force. Donc ici, l'énergie totale qu'il faut pour séparer tous les nucléons là, divisé par le nombre total de nucléons. Et vous avez les E. Donc, à faire qui est différent de EL, l'énergie de liaison. OK? Donc, voici la formule. E est égal à EL divisé par A. L'énergie de liaison totale là, divisé par le nombre
des noyaux, et le nombre de masse A, vous obtenez l'énergie de liaison par nucléon. Voilà. Donc, les mesures faites sur l'ensemble des nucléoïdes ont montré que les noyaux les plus stables sont ceux dont le nombre de masse est proche de 60. Plus stable, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas les disperser les nucléons qui sont dans les noyaux là, facilement. Il faut avoir plus de force pour pouvoir les séparer. Ce n'est pas du tout facile de les séparer. Ils sont trop stables. Et l'expérience a montré que quand ils ont le nombre de masses, les A là, c'est-à-dire leur nombre s'approche de 60 là. Voilà, comme celui-là, Fe, Ne, CO, le fer, nickel, je pense. Et on vous dit que l'énergie de liaison par nucléon est alors autour de 8,7 méga-électron-volts pour arracher un seul. OK? Donc, pour les noyaux plus lourds, c'est-à-dire ceux qui sont plus lourds que ceux-là, OK? L'énergie de liaison par nucléon se situe autour de 8. OK? Ceux qui sont plus lourds que ça, là, vous voyez, l'énergie de liaison par nucléon, les E là, est autour de 8. Donc, ceux-là, ceux qui tournent autour de 60 là. Les A est autour de 60 là. C'est eux qui sont plus soudés entre eux. OK? Donc, voici un schéma qui montre ça. Par exemple, ici c'est l'énergie de liaison par nucléon. Et L divisé par A. Vous voyez? Et L divisé par A. Et L divisé par A. C'est E, non? Voilà. Donc, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Et là, c'est les A. L'axe des abscisses, là, c'est A. C'est-à-dire le nombre de masses. Donc, on voit le nombre de masses augmente, l'énergie de liaison par nucléon augmente. Okay? On est là, c'est autour de 7. Ici, les carbones et oxygène, là, c'est autour de 8. Donc, les pics, là, c'est autour de là. Vous voyez? Quand vous faites la projection ici, c'est autour de 60, non? Parce que là, c'est 40. Là, c'est 50, 60, 70, 80, non? Donc là, c'est 60. Donc, quand vous êtes au niveau de A égale à 60, vous voyez, vous avez cette énergie de liaison par nucléon, là, qui est plus élevée. Vous voyez la courbe, là, c'est le sommet de la courbe. On peut dire, c'est comme en mathématiques, on dit un maximum. Vous voyez ici, autour de ces éléments-là. Et vous voyez que les F est là. Fe, le fer, fait partie. OK? Les Ni, peut-être celui qui est là. CO, peut-être c'est ça qui est là. Maintenant, quand vous dépassez ça, quand c'est plus lourd que ça, vous voyez, ça tourne, on vous dit que ça tourne autour de combien? 8, autour de 8. Vous voyez, 8 est là. Vous voyez, ceux qui sont plus lourds là, ça tourne autour de 8. Voici. Donc, descend. Quand A part vers descend. Quand vous entendez plus lourd ici, là, ça veut dire que le A est plus grand, tout simplement. Vous voyez? Ça tourne autour de 8 en ce moment. C'est ce que ça veut dire. Donc, ainsi, la stabilité des noyaux légers diminue plus fortement que celle des noyaux lourds. Si vous voulez, ceux qui sont lésés là, plus lésés, c'est ici. On prend ici comme les références. Plus grand que ça, quand le A est plus grand que C d'ici là, que le A de C d'ici, on va appeler ça noyau lourd. Donc, les noyaux légers là sont C là. Donc, vous voyez qu'ici là, ça décroît plus vite. Plus vous descendez, ça décroît. La décroissance, ici là même, c'est chute libre même. Pour lui là, au niveau de l'hydrogène, qui fait à peu près 1. Donc, c'est pour ça qu'on dit la stabilité des noyaux légers diminue plus fortement que celle des noyaux lourds. OK? C'est la courbe là qui nous dit ça. OK? Donc, un état d'énergie minimale
est l'état fondamental entre deux états. Ok? Il existe une série discontinue d'états possibles d'énergie bien déterminés. Ces états d'énergie supérieurs à celle de l'état fondamental sont des états excités. Je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous prenez un noyau, on vous a montré ici, je retourne un peu en haut pour vous montrer quelque chose. La référence là, ici là, ok? Il y a des états d'énergie. Ici là est au repos. Donc on vous dit, pour séparer les nucléons là, il faut apporter de l'énergie, non? Donc plus et le noyau excité, excité là, ça veut dire c'est le passage entre l'état minimal d'énergie. Ok? Il y a un état qu'on appelle état d'énergie minimale, qu'on va dire état fondamental. Donc, quand l'énergie du noyau là est petite à la base, ok? Et il y a un état qui est l'énergie supérieure, ok? Entre ces deux états-là, il y a d'autres états discontinus, ok? Donc, entre ces deux états, il existe une série discontinue d'états possibles d'énergie bien déterminés. Donc, ces états-là, les étapes que les énergies là vont passer là, on va appeler ça des états excités. Donc, il y a état minimal, état d'énergie minimal, ou bien encore état fondamental, et puis il y a des états excités. Donc, c'est comme si on prend et ici, vous voyez le noyau qui est là, et puis ici, et nous avons quelque chose qui tourne, celui-là, qui tourne autour de, il est à ce niveau-là. L'énergie ici est plus basse. Ou bien, parce qu'on vous a dit, pour arracher le fait, et l'énergie est plus basse quand tous les nucléons sont liés, sont soudés. OK? Donc, il arrive que lui, là, passe de ce niveau d'énergie à un niveau supérieur. Le niveau le plus bas d'énergie, ça, ce sont des courbes de niveau d'énergie. Courbes de niveau d'énergie. OK? Donc, ce niveau-là, c'est un niveau, c'est le niveau le plus bas. Donc, si lui, là, il veut quitter ici pour aller à un niveau supérieur, c'est-à-dire à un état excité, parce que l'état fondamental est là, on a dit état d'énergie minimale. OK? Donc, s'il veut quitter ici pour aller à là, il faudra qu'il absorbe de l'énergie. Si vous fournissez un peu d'énergie, donc votre atome absorbe de l'énergie, vous voyez, absorption d'énergie par l'atome, et celui-là peut passer de l'état fondamental à un état excité donné, ici. Maintenant, l'inverse aussi est possible. Quand on, quand on passe de là à là, là, en ce moment, c'est lui qui va émettre de l'énergie. Donc, vous voyez, émission d'un quantum d'énergie. Quand il passe des niveaux supérieurs d'énergie, c'est-à-dire à un niveau excité, à un état excité donné, jusqu'à l'état fondamental, et là, on a l'énergie qui est dégagée. OK? Donc, on va utiliser ça ici pour illustrer la même chose. Vous voyez, l'état fondamental est là, c'est-à-dire le premier cercle qui est ici. Premier cercle. Donc, il y a
les autres états, ce sont des états excités. Si vous quittez ici de l'état fondamental, vous partez à des niveaux donnés. Là, E1, l'énergie E1, E2, E3, jusqu'à infini. Tous ces états-là sont des états excités, qu'on appelle états excités. En ce moment, on aura donc absorption d'énergie, comme c'est le cas ici. Quitte de l'état fondamental à l'état excité, il faut apporter de l'énergie pour pouvoir faire ça. Ou bien, maintenant, le contraire, quand il va quitter de là pour venir ici, là, c'est lui-même qui va dégager d'énergie. En ce moment, il y aura émission. L'énergie va émettre de, de l'énergie pour pouvoir atteindre cet état, pour pouvoir revenir à l'état fondamental. Donc, pour pouvoir l'éloigner d'ici, c'est comme si vous voulez l'arracher. Si vous voulez arracher un neutron ici, il faudra apporter de l'énergie, non? Il faudra apporter de l'énergie pour arracher. C'est comme à peu près ça. Donc, il faudra qu'il absorbe de l'énergie. Parce qu'on vous a dit que quand il est arraché, l'énergie est plus grande que quand ils sont soudés là. Donc, pour arracher, par exemple, il faudra quitter ici pour aller là. Donc, il faudra qu'il absorbe. Il faudra que vous apportez de l'énergie pour qu'il arrive à un état excité. OK? Maintenant, pour revenir à l'état fondamental, c'est lui-même qui va émettre de l'énergie, émission d'énergie. Donc, les valeurs de l'énergie d'un noyau ne sont pas quelconques, mais varient par bonds successifs. OK? On dit que l'énergie d'un noyau est quantifiée. Et le diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène, ça c'est un exemple, hein, un exemple spécifique. L'atome d'hydrogène, le H, OK? Le N ici, le niveau 1, voici l'énergie, état fondamental. Et il y a des états excités qui sont là. 1, 2, 3, 4, 7. Donc, vous voyez comment l'énergie évolue en électron-volt. OK? Jusqu'au niveau isolé, carrément isolé là. Là, on va dire N infini, niveau isolé, niveau infini. Et donc, on va parler de ces états-là comme état excité. Là, c'est état isolé. Là, c'est état fondamental. Mais pour chaque état, vous avez l'énergie équivalente. OK? Donc, pour détacher, pour l'amener de là à là, il faudra qu'il absorbe de l'énergie. Maintenant, dans le sens contraire, il va dégager, émettre de l'énergie. Bon, énergie d'application rapidement. Donc, on vous donne ici l'énergie de liaison des nucléoïdes, le fer 26, et 56, et L1 égale à 492,24 mégaélectronvolts. Donc, ce nucléoïde est celui-là, ELD, 1199,9 mégaélectronvolts. Première question, on vous dit de définir l'énergie de liaison par nucléon. Donc ça, c'est l'énergie de liaison divisée par le nombre total de nucléons, pour ne pas dire le nombre de masses. Okay? Et L divisé par A pour avoir E, la formule est simple. Calculer l'énergie de liaison par nucléon de ces nucléoïdes. Quel est le nucléoïde le plus stable? Donc, le nucléoïde le plus stable, c'est celui qui a l'énergie de liaison par nucléon plus élevée. Parce que pour arracher, il faut plus d'énergie. OK? Donc, l'énergie de liaison par nucléon est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour expulser un nucléon. Ça, c'est la définition de l'énergie de liaison par nucléon. Donc, voici E1,
Ça fait ER1 divisé par A1. De A1 là, c'est 56, ou bien. Donc, 492,24 là, divisé par 56, ou bien. Ça donne 8,79 mégaélectronvolts. Ici, c'est 1000. L'énergie de liaison totale, ça fait 1199,9. Donc, on prend ça, on divise par le nombre de masses qui est 142 là. Donc, ça fait 8,47 mégaélectronvolts. OK? C'est eux là qui sont les plus élevés là. Si vous vous rappelez, quand on a vu la courbe là. Donc, la dernière question qui nous demande quel est le nucléoïde le plus stable. Regardez qui est l'énergie de liaison le plus élevé là. L'énergie de liaison par nucléon, hein, plus élevé là. Je pense que c'est celui-là. OK? Donc, le nucléoïde Fe 2656 là est plus stable car son énergie de liaison par nucléon est égale à 8,7. C'est lui qui est plus stable parmi les deux. Si vous vous référez sur l'énergie de liaison totale, vous allez faire fausse route. Vous voyez? Parce que l'énergie de liaison totale ici, c'est 1199,9 mégavolt, qui est plus élevé que les 492,24 mégaélectronvolts. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, là, l'énergie de liaison, celui-là, malgré que l'énergie de liaison totale est plus faible qu'ici, mais c'est lui qui est plus stable parce que l'énergie de liaison par nucléon est plus élevée, tout simplement. Ok, c'est tout, hein. Merci beaucoup pour votre temps et à